Salut à tous et à toutes dans ce bilan de fin d'année, où on va revenir sur plein d'éléments importants de cette année 2021 dont j'avais envie de parler. Alors à la base j'avais hésité entre parler de ma chaîne Dead by Daylight, puis finalement je me suis dit que ce serait plus intéressant de parler de DBD, surtout que je vais en profiter pour parler de 3 sujets dont j'ai pas eu le temps d'aborder cette année. Déjà on a un début d'année vraiment calme, janvier-février il n'y a rien du tout, après c'était normal parce que les jumeaux étaient sortis fin d'année dernière, donc normal que les mois qui suivent il n'y ait pas de nouveaux tueurs ni d'annonce de tueurs. Et c'est en mars qu'on va voir notre premier chapitre de l'année avec All Kill, qui rajoutera respectivement le farceur en tant que tueur et Yoon Jin-lee en tant que nouvelle survivante. Le farceur c'était quand même un sacré bordel. Je vais vraiment pas rentrer dans les détails, pas que la vidéo soit trop longue. Mais en gros, pour ceux qui n'auraient pas connu ça ou qui auraient oublié ou juste qui n'étaient pas tout simplement au courant, le farceur quand il est sorti, il était juste extrêmement mauvais. Mais genre trop mauvais. Et du coup, vu qu'il était très mauvais, il a eu le droit en peu de temps à 4 mises à jour. Alors c'est pas une blague, il y a eu la 4.6.1, la 5.0.0, la 5.1.0 et enfin la 5.1.1. Et puis au final c'est une réussite parce que maintenant le Trickster c'est un bon tueur. Pas top tier mais il reste un bon tueur. Alors même s'il a fallu 4 mises à jour pour qu'on arrive à là, je salue quand même la performance parce qu'ils ont réussi à rendre le tueur vraiment jouable sans changer de gameplay, en gardant l'esprit de base du personnage. Et ça, c'est vraiment très cool. Et après ça, on remonte jusqu'en avril, où on a eu le teaser d'un DLC Resident Evil qui finalement sortira en juin. Et je me rappelle, moi, qu'à ce moment-là, je m'étais pas hype, parce que je me suis dit, ça allait juste être un event, en fait, comme on avait eu, par exemple, pour Left 4 Dead. On avait juste eu un nouveau survivant, c'est-à-dire Bill, et des skins. Je pensais vraiment, littéralement, que ça allait être juste ça, tellement le trailer teaser était nul à chier. Alors qu'au final pas du tout, on a eu un vrai chapitre avec 2 survivants, Léon et Gilles, un nouveau tueur, le Nemesis, et une nouvelle map, Raccoon City, qui est juste magnifique. Un truc que je vais pas parler à l'époque par rapport à cette annonce, c'est qu'en fait l'annonce on l'a eu en avril, et que jusqu'à la PTB, rien du tout. Pas une image, pas un échantillon, pas un teasing sur ça va être quoi l'un des survivants, ça va être quoi le tueur, que dalle. Il a vraiment fallu attendre la PTB, c'est-à-dire fin mai, pour qu'ils décident en fait de nous montrer un trailer, mais genre la sortie de la PTB. Et ouais, genre pendant un mois, pas une seule info, image ou trailer quoi. Du coup, forcément, la hype est un peu retombée, et c'est triste à dire, mais genre 1 à 2 semaines avant la PTB, j'avais legit oublié que le truc devait sortir. J'avais oublié qu'il y allait avoir un chapitre Resident Evil quoi, tellement plus personne n'en parlait. Enfin, finalement c'est trop bien parce qu'on pouvait jouer le Nemesis à Silent Hill et Pyramid Head à Raccoon City, donc quoi de mieux rêver dans la vie. Et en vrai en général le chapitre était vraiment une très bonne réussite. Enfin bref, là on arrive en septembre et pour ce mois-ci on a vraiment 2 événements importants pour DBD. Déjà c'est bien sûr l'arrivée de Hellraiser avec les Cénobites, et en vrai j'ai rentré sur le sujet à part que c'est un vrai plaisir de jouer le Cénobite, tellement son gameplay est fun. Et le deuxième événement c'est bien sûr les nombreux changements qu'il y a eu parmi les tueurs. Des objets qui changent, des boosts, des nerfs. Alors j'aurais adoré vous en parler, surtout du nerf de Spirit et du boost de The Plague. Mais ouais, je me rends compte qu'à part vous dire que The Plague, je m'en bats un peu les couilles, et que ils ont nerf les lunettes de père, l'objet de Spirit, bah à part vous dire tout ça, j'ai rien d'autre à vous raconter. Par contre, on peut parler du nerf du lance-mort, parce que là j'ai pas compris. En fait, ils ont nerf un tueur qui était vraiment mid-tier, genre pas très fort, mais pas nul non plus. Et en plus, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ou vu écrit quelque part que le lance-mort était trop fort. Alors oui, bien sûr, t'as toujours des random connards pour te dire que par exemple le trappeur est trop pété et qu'il faut absolument le nerf rapidement. Alors oui, vraie anecdote, j'ai vraiment joué avec des gens comme ça. Mais là, en gros, ils ont mis un cooldown d'une demi-seconde pour rire dans le viseur, et un autre quand tu arrêtes de viser. C'est-à-dire que quand tu vises, t'as un petit temps de chargement, où tu ne peux rien faire, pas attaquer ni rien, où tu ne peux même pas bouger, ou alors t'es ralenti. Et quand tu arrêtes de viser, pareil. Et dans DBD, même une perte de temps aussi légère est punitive. Alors ça reste le pire nerf, mais ils en ont fait un autre. Parce qu'ils ont élargi le chanteur du lance-mort, alors qu'un de ses rares points forts, c'est justement son petit champ de terreur qui lui permettait de surprendre à distance avec son fusil les survivants. Du coup, au final, on se retrouve avec un tueur lent, qui vise comme un papy, et qui ne peut même plus arriver par surprise. Et en vrai, j'espère qu'ils vont revenir en arrière sur ces choix parce que déjà qu'à la base, t'avais pas beaucoup de joueurs pour jouer ce truc tellement il était moyen. Parce que même maintenant, je suis allé voir sur YouTube des commentaires de gens qui en parlaient, qui mainaient le personnage. Des gens sur Twitch qui en parlaient aussi, j'ai trouvé un live
pour le coup live je ne pourrais pas vous retrouver le lien, les vidéos YouTube j'essaierai de vous les mettre dans la description, mais des gens qui parlaient de Deathslinger, ces gens-là mainaient ce personnage, ou jouaient beaucoup, ils ne le jouent plus à l'heure actuelle parce qu'il est devenu injouable. Allez voir maintenant, le Deathslinger est juste le pire tueur du jeu. Et en vrai, ça je crois que c'est juste le pire truc qui est arrivé cette année à DBD. Ouais, même le nerf d'immortel en vrai ça passait. Bref, après ça en octobre on a l'arrivée d'une nouvelle survivante, Michaela Red, qui ramène avec elle une nouvelle mécanique de totem béni. Pourquoi pas, moi je suis content quand il y a une nouvelle mécanique en jeu. Surtout que côté tueur avec les Cenobites, on avait déjà eu les crochets flagellateurs, donc c'est ok. On n'a pas le temps car un mois plus tard, on a déjà l'arrivée d'un nouveau chapitre original avec l'artiste et Jonah Vasquez. En vrai, rien à dire de spécial, à part que ça m'a fait super plaisir de revoir enfin un chapitre original et pas un chapitre de licence. Et sinon, un mois après la sortie, que dire? Bah, la tueuse est assez sympathique à jouer, elle offre vraiment un gameplay assez inédit. Genre, le fait qu'elle peut sniper les zones éloignées de la map pour essayer d'avoir des survivants et du coup découvrir leur position, c'est plutôt cool. Et même si elle est facilement contrable durant les poursuites, bah elle reste vraiment très sympathique et il y a un petit côté stratégique qu'on retrouve avec ce tueur. Et Jonah, je vous dirais bien qu'on le voit plus, mais déjà sorti, personne ne jouait, donc ça dégage. Et enfin, le dernier événement de cette année, c'est bien sûr l'annonce d'un chapitre Ring. Alors c'est drôle parce qu'en fait, genre 2 semaines avant, j'avais parlé en live des œuvres d'horreur qui n'étaient pour moi pas adaptables pour les mécaniques du jeu Dead by Daylight. Et j'avais cité Ring et Ju-On. Alors que Ring est legit mon film d'horreur préféré, et que Ju-On, c'est le film d'horreur asiatique qui m'a fait découvrir le cinéma d'horreur asiatique et qui m'a fait adorer ça. Et en gros, je disais que les films avaient des mécaniques en eux-mêmes pas adaptables pour le gameplay de Dead by Daylight. Donc, à moins de modifier la moitié de ces choses-là, c'était mort. Quand je parle de mécaniques du jeu dans Dead by Daylight, par exemple, je parle des pouvoirs, des trucs aussi cons, genre taper un survivant, emmener un survivant sur un crochet. Bah, par exemple, je voyais vraiment mal Sadako tabasser des survivants et les emmener sur un crochet. Et je vais conclure en disant un truc du genre, pourquoi pas Kayako? Je suis sûr qu'il y a des idées de pouvoir si tu creuses un peu dans les films, et ça me la choquerait moins de la voir, elle, tabasser des survivants pour les emmener jusqu'à un crochet. Alors que Sadako, pour le coup, non, par contre, c'est vraiment mort. Finalement, comme pour Resident Evil, j'aurais dû fermer ma gueule parce que finalement, c'est Sadako qui va rejoindre les tueurs de Dead by Daylight. Alors, il y a évidemment beaucoup de points sur lesquels j'aimerais revenir, sauf que j'ai pas fait de vidéo à ce sujet. Donc je vais essayer de faire bref pour chacun. Déjà par rapport à l'annonce en elle-même, je trouve ça beaucoup trop tôt. Le DLC est prévu pour mars 2022 et il nous balance un trailer teaser milieu décembre. Alors je sais qu'il y a plein de jeux qui font ça, parfois de teaser les jeux genre 3 mois avant, voire 6 mois, voire 1 an pour certains. Mais souvent ces jeux-là ont du contenu à partager. DBD c'est pas le cas. DBD, au grand max, on va avoir une tueuse, peut-être 2 survivants et peut-être une map. Du coup, moi, ce qui me fait peur, et que ce que je pense qui va arriver, c'est qu'on va probablement se taper 2 mois sans information jusqu'à la sortie de la PTB. Bah, si vous préférez, comme ce qu'ils nous avait fait pour Resident Evil. Alors que déjà, pour Resident Evil, c'était une idée de con, mais là, avec Ring, ça l'est encore plus, parce qu'en fait, déjà, Ring, alors je suis désolé de vous le dire, mais Ring, ça hype beaucoup moins les gens que Resident Evil. Et là, tu nous fais attendre plus longtemps que Resident Evil pour un truc qui hype moins les gens. Surtout que connaissant bien les films, moi je verrais juste un tueur. Je trouve pas les survivants intéressants à intégrer au jeu. Et niveau map, il n'y a pas d'endroit vraiment emblématique de Ring. Quand tu penses à Ring, tu penses pas à cet endroit-là. Alors, non, ils vont me dire si, il y a l'île à la fin. Ouais, mais l'île comporte plein d'endroits en fait. Donc, à moins que tu fasses une map un peu style, j'ai envie de dire, Cursed, qui se passerait genre dans un espèce d'univers bizarre, dégueulasse, avec des glitches partout, comme c'est dans la cassette, avec plein d'éléments qu'on peut voir dans la cassette qui apparaîtraient sur la map, ce qui serait très cool. Je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme map en fait. Ah, et ensuite, pour finir avec l'annonce, j'aimerais finir avec un truc très important. Les développeurs ont bien précisé que ça sera basé sur les films de Hideo Nakata, qui sont eux-mêmes inspirés des romans de Koji Suzuki. C'est-à-dire, et écoutez-moi bien, ça ne sera pas basé sur le film The Ring, le remake américain de Ring. Là je précise parce que avoir certains trucs que j'ai vus sur Twitter, les commentaires sous la vidéo du teaser et certaines théories, pour moi la majorité des gens n'ont pas compris que ça sera Ring l'original et pas le remake américain The Ring. Et là je pense qu'il y en a sûrement qui vont vouloir me dire, mais Oswon, les 2 films sont les mêmes étant donné que The Ring est le remake de Ring. Et ben sachez que si vous pensez réellement ça, c'est que vous n'avez pas vu les 2 films. Parce qu'en vrai les 2 films entre eux ont beaucoup trop de différences. Tiens, tu veux juste 2 exemples qui pour moi pourraient avoir beaucoup d'importance comme élément de gameplay qui est dans Ring mais qui n'est pas dans The Ring. Ok. Déjà dans Ring, Sadako a des putains de pouvoirs psychiques. Ce qui n'est pas le cas dans The Ring. Dans The Ring,
Samara, c'est juste une malédiction. Et ses pouvoirs ne sont jamais expliqués plus loin que par le prisme de c'est une malédiction. Deuxième élément qui est réellement important pour moi, dans Ring, Sadako n'a pas besoin de téléviseur pour tuer des gens. Alors oui, il y a une scène où elle le fait et c'est pour ça que c'est devenu marquant maintenant dans la culture populaire, mais genre par exemple, le premier meurtre n'est pas fait par le biais d'un téléviseur. Elle tue des gens par le biais d'une radio. Grâce aux ondes de la radio et à ses pouvoirs, elle arrive à trouver les gens et à les tuer, juste avec ses pouvoirs. Alors que dans The Ring, si je dis pas de la merde, parce que les films je les ai vus très peu de fois, et il y a très longtemps, Samara est obligée de sortir d'une télé pour attaquer les gens, sinon il n'y a aucun moyen d'interagir avec eux. Et même, hein, juste pour ce qui est des personnages et des lieux, ce ne sont bien sûr pas les mêmes. Donc, par pitié, arrêtez de théoriser en vous basant sur le film The Ring. Mais sinon, moi j'en pense quoi de cette future apparition dans DBD? Bah en vrai, je suis trop content. Ma hype elle est quasiment aussi élevée que quand on avait annoncé Silent Hill. Et aussi j'ai trop hâte de voir comment ils vont adapter les éléments du film dans le jeu. Mais genre pas que les maps et tout ça, genre aussi par rapport au pouvoir. Ils avaient fait un truc tellement réussi avec les Cénobites. Genre ils s'étaient vraiment creusé la tête pour faire un gameplay pour le Cénobite basé vraiment sur les films, en le rendant vraiment intéressant et équilibré. Et juste pour ça, je leur fais 100% confiance pour réussir Sadako. Et sinon ouais, pour moi une future map, bon j'ai déjà dit, mais ouais je verrais bien genre des endroits de l'île, mais par le prisme de la vidéo maudite. Genre tout soit glitché, bizarre, avec des anomalies et tout. Comme si on était dans un truc sous VHS en fait. Et genre qu'on retrouve justement des éléments de la vidéo. Genre la femme qui se coiffe dedans le miroir et les animaux morts. Ça en vrai, ça serait vraiment ouf. Et en vrai j'ai envie de mettre mes pronostics pour le nom de la tueuse. Je dirais que le nom ça va être la malédiction. Alors en vrai la malédiction, c'est un truc que j'aurais réservé pour Kayako. Mais en vrai je trouve que ça va aussi très très bien à Sadako et je vois pas trop ce qu'elle pourrait avoir comme autre nom en fait. Alors pour finir cette partie, je voudrais juste dire que putain Behavior, si vous nous avez teasé 3 mois en avance pour finalement nous sortir un DLC à la Hellraiser ou Leatherface avec, c'est-à-dire qu'une seule tueuse et puis c'est tout. Putain, vous êtes tellement des sacs à foutre. Sacs à foutre que j'aime quand même parce que vous avez mis Silent Hill dans le jeu et maintenant vous mettez Ring, donc je vous adore effectivement. Vous êtes quand même des sacs à foutre. Et aussi, maintenant que vous avez mis Ring, vous êtes obligé de mettre Ju-On. Attention, vous avez mis Silent Hill, donc vous avez mis Resident Evil. Maintenant vous avez mis Ring, il faudra aussi mettre Ju-On. Donc j'ai hâte de voir ça. En vrai, je conclurai juste cette vidéo en disant que c'était une très bonne année pour DBD. C'est l'année où on a eu le plus d'events, en fait, déjà, si vous ne savez pas. Je m'attends bien sûr pour la prochaine année à un 6ème anniversaire de fou. J'ai trop hâte de voir quel jeu ou quelle licence ou même peut-être quel tour original ils vont décider d'adapter. Mais s'ils adaptent, pour moi ils vont adapter un jeu vidéo parce qu'ils l'ont fait les dernières années. Pour moi ils adaptent un jeu vidéo. La logique serait qu'ils continuent d'adapter des classiques du jeu vidéo d'horreur. Et du coup le prochain pour moi, ça serait Project Zero. Après s'ils décident pour cette fois d'adapter un jeu plus récent, je miserais plus sur un FNAF pour le coup. Mais dans les deux cas je serais content, même si je préférais Project Zero. Et sinon moi pour cette fin de vidéo, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve du coup en 2022 pour de nouvelles vidéos. La bise!